Donc, j'ai plein de sujets à vous montrer. Donc, on va aller vite. Je suis désolé par avance si on ne rentre pas en détail sur des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre avant la fin. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre pendant la présentation, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, donc n'hésitez pas à me solliciter. OK ? Alors, la première étape, du coup, pour bâtir sa stratégie d'acquisition B2B, c'est de bien soigner ses prérequis. Dans les prérequis, moi, j'ai identifié 3 prérequis. Encore une fois, je suis tout à fait ouvert pour challenger tout ça. Le premier, c'est avoir un PMF, un Product Market Fit. Déjà, c'est d'avoir une entreprise et une solution à vendre. Et ensuite, du coup, par rapport à cette solution, avoir un Product Market Fit. Et donc, il y a plusieurs manières d'identifier ça, si on a un product market fit ou pas. La première solution, c'est le test de Sean Ellis. Donc, Sean Ellis, c'est un peu la première personne qui a parlé de gros hacking dans les années 2000. Crevette cette fois. Pardon ? Je ne sais pas si, Adrien, on peut couper les micros. Ouais, cool. Du coup, Sean Ellis, il a un test qui vous permet en fait d'interroger vos utilisateurs ou vos bêta-testeurs éventuellement et de leur demander comment est-ce que s'ils seraient déçus de voir votre solution, disparaître ou pas. Et vous avez un certain nombre de personnes. Si vous avez plus de 40% de personnes qui répondent oui, alors du coup, vous passez le test de Sean Ellis. Vous pouvez aller un peu plus loin, je vous partagerai certaines ressources. Il y a cet outil-là, PMF Survey, qui reprend un peu ce test-là et qui vous permet, avec quelques questions, de faire un test auprès de vos utilisateurs. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est de faire des campagnes multicanales pour essayer de comprendre si votre produit parle à votre audience, sur quel canal on peut la trouver, quelles sont les propositions de valeur qu'on peut utiliser, etc. Ça, c'est une solution qui nécessite d'avoir des compétences dans plusieurs canaux d'acquisition, notamment, qui nécessite de bien réfléchir aussi à son produit en amont, de bien identifier les variables qu'on veut tester. Là, je vous montre juste un exemple que j'ai testé avec une entreprise, une startup de la Société Générale, il y a à peu près 1 an, où on a fait plusieurs campagnes sur Google, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Et on se rend compte, par exemple, que les campagnes qui ont le mieux performé, c'est plutôt les campagnes sur LinkedIn et sur Facebook. Et on a dépensé quand même pour essayer de faire ces campagnes-là à peu près 10 000 € de budget. Voilà, je crois que les campagnes qui ont le mieux performé aussi, a priori, après il faut rentrer un peu dans le détail, mais en gros, on avait 2 propositions de valeur. Soit on proposait d'avoir un chiffre d'affaires additionnel grâce à cette solution, soit on proposait une meilleure utilisation fonctionnelle. Et du coup, je crois que c'est plus la partie chiffre d'affaires additionnel qui avait le mieux fonctionné sur ce test-là. Et ensuite, une autre possibilité de tester son PMF, c'est de faire comme 900Care et de faire des campagnes de crowdfunding. Donc ça fonctionne bien, notamment si vous êtes du coup, pour le coup, plutôt en B2C et que vous avez un produit en e-commerce comme 900Care. Vous pouvez faire plusieurs campagnes de crowdfunding qui vous permettent si vous en faites une, par exemple, déjà de tester un peu votre produit, récupérer des bêta-testeurs, récupérer leur feedback aussi, de l'améliorer et d'en refaire une deuxième derrière. Et globalement, si vous cartonnez sur vos 2 campagnes, a priori, ça veut dire que vous avez un PMF. Pardon, excusez-moi, c'est que j'ai le son dans les oreilles, donc c'est pour ça que je me suis arrêté de parler d'un coup. Vous avez cet épisode de Les Bruts e-commerce par Théo Lyon, qui a interviewé Émeric Grange de 900Care, qui est super intéressant pour voir ce sujet-là. Ensuite, on a la partie branding. Okay, donc, le branding aussi, ça fait partie d'un prérequis à avoir avant de se lancer, à commencer par avoir sa minimum viable brand. Okay, donc ça, c'est un concept que vous pouvez trouver un peu partout. Moi, je suis actuellement sur la communauté Marketing Flow de Pierre Guilbeault. Pour ceux qui aiment le growth à impact,
C'est vraiment le top du top. Ils ont plein de contenus super intéressants. Donc, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et ils ont un contenu là-dessus sur comment construire rapidement sa minimum viable brand. L'idée, c'est d'utiliser des outils comme un template MVB et comme Canva pour créer sa charte hyper rapidement, pour le coup. Voilà. Ensuite, je vous partagerai une ressource aussi qui s'appelle Build a Story Brand by Donald Miller. C'est aussi une ressource qui est partagée par Théo Lyon, dont je viens de vous parler sur l'épisode dont je viens de vous parler avec Émeric Grange. C'est un livre à lire absolument, où en gros, on comprend un petit peu tout le storytelling derrière une marque et comment le construire. Donc, c'est vraiment un must-read pour le coup, si vous voulez vous améliorer sur votre branding, sur votre storytelling de manière générale. Et je voulais vous parler aussi d'un outil qui vous permet de construire un branding complet, visuel. Ça s'appelle thebranding.com. Je l'avais déjà présenté dans d'autres conférences et dans une vidéo notamment avec Behind the Skills que j'avais fait il y a quelques temps. Ça s'appelle thebranding.com et ça vous permet de construire votre logo et votre charte graphique assez rapidement. Donc voilà, je vous conseille d'aller y jeter un œil aussi, si jamais vous avez des besoins là-dessus. Donc là, on parle du deuxième prérequis. Le troisième prérequis, à mon sens, c'est le travail de ces personas. Donc, surtout ne pas négliger et surtout ne pas partir, appuyer ces hypothèses. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on travaille les personas, on va utiliser potentiellement un outil comme Make My Persona de HubSpot, qui est hyper intéressant pour avoir un template de persona. OK, donc ça aussi, je vous le partagerai. Le truc, c'est que souvent, on fait des estimations, des spéculations sur qui sont nos personas. L'idée, c'est de vraiment creuser plus loin, d'essayer d'aller interroger un maximum de personnes. Nous, on est en train de le faire avec un ami à moi, Tristan, qui est dans le call d'ailleurs, avec qui on est en train de créer une agence growth growth B2B pour les entreprises à impact environnemental et social. Et du coup, on a pris le temps d'aller interroger potentiellement des entreprises, des personnes au sein de ces entreprises qui pouvaient être nos personas. On leur a posé un maximum de questions pour essayer d'affiner un maximum la notion de persona. Donc déjà, un petit conseil, commencez à faire vos personas sur HubSpot avec cet outil Make My Persona. Encore une fois, on partagera tout à la fin. Essayez de creuser ensuite sur comment faire sa user research. Et pour ça, il y a un contenu qui est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent Nina Ramen, qu'on voit partout en ce moment concernant son copywriting, elle a une vidéo qui est assez intéressante où elle va un peu plus loin sur sa manière de le faire, ses process, et elle explique comment justement faire une user research un peu plus en profondeur. Et donc, bien connaître ces personas. Donc, je vous conseillerais d'aller regarder cette vidéo de Behind the Skills. Et petit coup de pub au profil avec qui on travaille en ce moment, nous, sur notre user research et qui nous a pas mal aidé là-dessus, sur la user research. Donc, comment créer des trames pour faire des calls, comment et quand faire ces calls avec ces personas. C'est Gabriel Rasquinet. Si vous faites de l'impact, il est hyper pertinent sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à le contacter de ma part. On revient du coup à la présentation. Une fois qu'on a les prérequis, on peut préparer la stratégie. Alors Adrien, je ne sais pas trop s'il y a des questions déjà ou pas, ou si on peut commencer un peu à y répondre, ou si je continue à dérouler et puis on y revient après. Non, pour l'instant, on n'a pas de temps de questions. Ok, cool. Alors, préparer la stratégie. Comment est-ce qu'on prépare sa stratégie? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Une des manières, un des supports qu'on peut utiliser, c'est la matrice ICE pour Impact, Confidence et Ease. Donc, je vais vous présenter une ressource par rapport à ça. Alors, à chaque fois, désolé, j'anonymise les noms des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé sur les sujets, juste pour pas que… parce que je n'ai pas forcément demandé les avis à tout le monde, donc je préfère le faire. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va définir quel est l'objectif. Donc là, pour nous, l'objectif, c'était de tester différentes variables d'acquisition en B2B. On va à chaque fois essayer de partager des idées. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour tester des variables d'acquisition? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Là, on a parlé, par exemple, du cold emailing. On a parlé de la prospection LinkedIn. On a parlé de faire des articles boostés avec des outils comme Sherry et Switchy, par exemple, de faire du Twitter B2B, du LinkedIn Ads, des webinars, etc. Et ensuite, donc, on définit quels sont nos KPI.
ici, quels sont les KPI qu'on va suivre pour valider ou non ces idées. Et surtout, en fait, on va noter chacune de ces idées avec 3 critères qui sont impact, confidence et ease. On va les noter sur 5. Donc, impact, c'est quel est l'impact de mon idée si ça fonctionne sur l'objectif. Confidence, c'est est-ce que j'ai confiance en cette idée-là pour atteindre l'objectif. Et ease, ça va être est-ce que cette idée, elle est facile à mettre en place ou pas? Est-ce qu'elle coûte cher? Et ensuite, on fait un ajout de ces 5 critères pour obtenir un score, ce qui va nous permettre de savoir quelles idées on va paramétrer, on va utiliser en premier. Et du coup, moi, j'ai rajouté ici une notion de sprint parce qu'on va tester des idées sur différents sprints. Donc, on voit que par exemple, sur le sprint 1, avec cette entreprise, on a testé le cold emailing, la prospection sur LinkedIn et toute la partie ensuite de nurturing, activation, puis post-acquisition, du coup. Et il y a une deuxième manière de préparer ces idées, c'est de faire, d'utiliser cet outil. Alors ici, je ne sais pas si on va bien le voir. Je ne sais pas si vous allez on va essayer de se connecter. Alors, je ne sais pas s'il sera accessible à tout le monde pour le coup, cet outil. C'est un outil de Growth Tribe qui s'appelle Growth et qui vous permet, là aussi, un petit peu comme l'ICE, de catégoriser, déjà d'inscrire toutes vos idées et après de les catégoriser en fonction de, voilà, est-ce que c'est de l'acquisition, est-ce qu'on est sur du referral, est-ce qu'on est sur de l'awareness. Ensuite, voilà, ça me permet de voir comment est-ce qu'elles sont planifiées, est-ce qu'elles sont actives, etc. En fait, c'est juste, ça vous permet d'organiser un petit peu vos idées, le suivi. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est fait pour ça, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Moi, je l'utilise pas forcément. Je préfère la matrice ICE, mais c'est toujours bon de connaître l'outil. Et une fois qu'on a plus ou moins une idée de quels outils on va mettre en place, je vais vous faire une redirection. Là, je ne l'avais pas fait. Hop, le Whimsical, ça c'est un outil que j'aime bien parce que c'est un outil qui est assez visuel et qui permet de construire des mind maps, qui permet de construire des workflows comme celui-là par exemple. Ici, par exemple, on voit que les idées que j'avais potentiellement notées dans mon ICE, je peux aller les retrouver ici, je peux aller les caler ici dans mon Whimsical sous forme de workflow pour voir voilà, qu'est-ce que je mets en place en premier, où est-ce que ça va diriger mon lead, etc., quels sont les objectifs. Donc là, hop, on voit un funnel avec un objectif qui est obtenir des SQL pour Sales Qualified Lead, donc des leads qui sont qualifiés par la vente. Et ensuite, voilà, l'objectif principal, c'est d'obtenir des SQL, mais on voit que potentiellement, dans un premier temps, on peut obtenir des MQL, Marketing Qualified Leads, qu'on pourra ensuite transformer en SQL. L'objectif étant d'avoir des leads qu'on pourra finalement convertir facilement en clients. OK, donc là, ici, par exemple, on voit qu'en top of the funnel, on a décidé de faire du RP, du SEO, de l'outreach avec Lemlist et Prospecting. Alors, je ne recommande plus forcément ces solutions-là, mais on va revenir après sur les slides, sur d'autres solutions que je recommande, voilà, que j'utilise en tout cas, avec lesquelles je suis plus à l'aise. Et du paid avec LinkedIn, Facebook, Google Ads, des campagnes awareness, des campagnes lead gen qu'on va rediriger vers une landing page, OK, avec ou sans un lead magnet, pardon, avec ou sans landing page. Si les personnes qui téléchargent le contenu, voilà, s'il y a des personnes qui téléchargent le contenu, elles deviennent des MQL. L'objectif, c'est après, avec le nurturing, de les transformer en SQL. Si jamais, donc les MQL, donc voilà, nurturing ou paid, paid, on peut faire du retargeting et donc les ramener vers une deuxième landing page, ou bien grâce au nurturing, les transformer directement en SQL. OK. À partir de cette landing page, soit à nouveau, on continue finalement, ces personnes, elles continuent à être des MQL parce qu'elles n'ont pas encore converti. Il y a une notion aussi de scoring qui n'est pas évidente sur ce schéma-là, mais qu'on aurait pu ajouter, c'est-à-dire, par exemple, quand une personne, elle télécharge ce contenu, on lui rajoute des points. Et donc là, par exemple, on se dit qu'elle a 100 points quand elle est en SQL et qu'elle en a 20 au début quand elle télécharge ce contenu. L'idée, c'est petit à petit, tout au long du parcours, de lui rajouter des points pour le transformer en SQL
la transformer en SQL et donc la convertir plus rapidement. OK. Donc ça, ce funnel-là, je pourrais vous l'envoyer aussi pour que ça vous donne une idée. Il y a encore possibilité là, on est sur quelque chose qui est très général. Il y a encore possibilité de creuser encore plus loin, comme je vous disais, notamment en rajoutant cette notion de lead scoring, en rajoutant ici, sur chaque étape, là, les différentes landing pages ou les différents lead magnets que vous allez utiliser, les différents contenus que vous allez utiliser dans vos ads, etc. OK ? J'espère que je suis clair pour tout le monde. Si je ne suis pas clair, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on s'arrête un peu, n'hésitez pas. Ouais. On a quelques questions. Ouais. Est-ce que par hasard, il y aurait de bons templates ou exemples de cold emailing? Est-ce qu'il y a des bons templates ou des exemples de cold emailing? Ouais. Alors, je vous en ai pas partagé forcément aujourd'hui, mais vous pouvez trouver des contenus sur Scalesia, par exemple. Vous avez des très bons templates, ou sinon, vous pouvez venir m'en demander aussi après, à la fin du call, je pourrais vous les partager. Moi, je vous conseille de regarder encore une fois un petit peu ce que fait Nina Ramen ou Scalesia. Je pense qu'ils ont pas mal de contenu là-dessus. Et je vous conseille aussi d'aller voir ce template AIDA, la méthode AIDA pour attention, intérêt, désir et action. Donc en fait, votre copywriting, donc là, on n'est pas forcément sur un email, mais l'objectif, c'est. Alors, attendez, je vais essayer de trouver peut-être un email, un truc un peu plus adapté. Je ne sais pas si on va le trouver là. J'aurais dû vous le préparer en amont, mais sinon, je pourrais vous le partager ensuite. Il y a aussi PAS, donc AIDA ou PAS. Ça, c'est des méthodes de copywriting qui vous permettent, en fait, pour AIDA, on est sur attention. Donc, la première catchline, en fait, on va essayer de réveiller l'attention de la personne, d'essayer par exemple, de mettre un icebreaker, de lui expliquer pourquoi on la contacte. Intérêt, on va parler potentiellement de son problème. Donc, on lui montrer qu'on a compris son problème. Désir, pour le D, c'est lui montrer qu'on a la solution à son problème. Donc là, on va plus parler des bénéfices de notre solution plutôt que des fonctionnalités notamment. Et action, pour l'inviter à soit répondre à l'email, soit enchaîner sur un appel, par exemple. Mais je pourrais vous en partager après. Là, j'ai tapé rapidement, j'aurais dû vous le préparer en amont, mais je pourrais vous le faire. OK. D'autres questions? Oui, on avait des questions aussi. Si tu peux un peu détailler MQL et SQL, et à partir de quel moment un MQL devenait un SQL? OK. Alors, MQL, comme je disais, c'est Marketing Qualified Lead. SQL, c'est Sales Qualified Lead. Donc, un MQL, pour le coup, c'est un lead qui correspond à votre persona. Et ensuite, au sein de votre persona, vous avez un profil de type, de persona que vous allez convertir hyper facilement. Ça, c'est un SQL. Donc, MQL, ça va être déterminé par votre marketing et SQL, ça va être déterminé par votre équipe de vente. En fait, il y a cette notion de lead scoring qui est assez importante en fait, à mettre en place pour bien identifier à quel moment l'un switch vers l'autre. Mais c'est aussi des itérations avec vos équipes marketing, vos équipes de vente, etc. Donc, c'est eux qui peuvent un peu aussi dire quand est-ce que l'un bascule sur l'autre. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Ça dépend vraiment de vous, de votre entreprise, de vos process. Ouais, du coup, c'est Grégoire, juste une question. Est-ce que dans les structures où on a des SDR et des account managers, le MQL finalement arrive au SDR et le SDR le transforme en SQL pour l'account manager? Ouais, exactement. Ok. Ouais, c'est ça. Merci. Vous avez ces notions bien définies en place chez vous, Grégoire? Non, on est en train de le faire. On est en train de le faire et du coup, le poste de SDR n'existait pas et on est en train de le créer. Voilà. OK. L'objectif, c'est effectivement d'avoir en fait tes account exécutives, ils veulent un lead qui soit hyper qualifié pour se concentrer seulement sur la transformation, hein, finalement, sur le closing. Et
Pour ça, en fait, ce lead-là, c'est ce qu'on appelle un SQL. Okay, et donc, il est qualifié effectivement en amont par ton SDR. Alors, toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir un SDR et des comptes exécutifs. Parfois, c'est la même personne. Mais l'objectif, c'est d'arriver vers quelque chose qui ressemble en tout cas. Très clair, merci. La suite, scrapping, et on va commencer par un scrapping via SalesNav. Donc, il y a plein de manières différentes de faire du scrapping. Et peut-être, je ne sais pas si Alexis est là, mais il pourra venir nous en parler après. On parlera de certains outils qui vous permettent d'identifier des contacts et de les trouver très facilement. Mais je vais vous parler, moi, de SalesNav parce que c'est une des plus simples. OK. Hop. Alors, vous pouvez, grâce à Sales Navigator, filtrer sur des prospects ou des comptes très facilement. Donc, Sales Navigator, c'est l'outil de vente un peu de LinkedIn. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? RH ou DRH. Ok, ma session expirée. Ok. DRH, on peut aller chercher des zones géographiques, donc allez, Lyon et périphérie par exemple. On peut aller chercher des tailles d'entreprise, effectifs de l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des boîtes qui sont au-dessus de 200 employés. On peut aller chercher secteur d'entreprise. Alors attention, là en fait, vous faites une recherche de prospects. Souvent, les prospects, ils ne renseignent pas leur secteur correctement. C'est-à-dire que si par exemple, ils travaillent dans le BTP, mais qu'ils sont en marketing dans le BTP, si vous marquez BTP dans le secteur, peut-être qu'eux, ils ont mis dans le secteur marketing parce qu'ils travaillent dans le secteur marketing de leur boîte qui est en fait dans le BTP. Donc, ça ne va pas forcément vous trouver vous n'allez pas forcément trouver des résultats pertinents en faisant des recherches de prospects avec ce filtre-là. Donc, je pourrais vous partager un contenu aussi sur comment bien utiliser les filtres Sales Navigator, et ça, c'est Eva Boot qui le fait. Et on va parler d'Eva Boot juste après. Je vous montre juste là les résultats que j'ai sur juste cette recherche DRH avec des entreprises de plus de 200 employés à Lyon. On a 400 personnes, 391. Ça, c'est des personnes qu'on pourrait utiliser qu'on pourrait scraper. Maintenant, comment on fait pour le scraper? Soit on utilise des outils comme Phantom Buster. Ça, c'est le plus simple. On utilise, donc pour ceux qui ne connaissent pas Phantom Buster, c'est un outil qui nous permet d'utiliser plein de scripts, notamment de scrapping sur plein de plateformes différentes, donc LinkedIn, SalesNav, Instagram, Google, Twitter, etc. Nous, celui qui nous intéresse pour le coup, c'est SalesNav. Là, vous voyez certains que j'ai pu mettre en place. Page jaune, Instagram, LinkedIn, etc. Moi, celui qui m'intéresse vraiment, c'est celui-ci, Sales Navigator Search Export. Et grâce à ça, en fait, je vais juste pouvoir, je vous montre rapidement, on ne va pas trop rentrer dans les détails, je vais ajouter le lien de ma recherche ici, donc en paramétrant mon script. Hop, et ensuite, quand je clique sur Launch, ça me lance un scrapping, ce qui me permet de récupérer ma liste en CSV. Et donc là, voilà, vous voyez, liste de personnes. Ici, on avait fait un scrapping sur des experts comptables, pour le coup. Donc là, j'ai leur prénom, leur nom, leur entreprise, l'URL de leur entreprise, leur localisation, depuis combien de temps ils sont dans le poste, etc. Donc, toutes les informations qui sont disponibles sur LinkedIn. OK ? Ça, c'est vraiment la méthode basique. Oui. Excuse-moi, j'ai une petite question niveau RGPD. Je sais qu'en gros, on est toujours un peu sur la ligne. Est-ce qu'on a le droit, on va scraper tous leurs emails, est-ce qu'on a le droit de leur envoyer des mails? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore scrappé leurs emails, mais on va utiliser des solutions après pour enrichir ces contacts et trouver les adresses email. C'est les adresses email qui sont disponibles sur l'Internet. Et on a le droit d'utiliser les adresses email pro disponibles sur Internet. On n'a pas le droit d'utiliser des adresses email perso. La petite chose à faire, par contre, dans le copywriting, dans la création des emails, c'est de laisser une possibilité de se désinscrire en fait
de la séquence. Sachant que moi, petite astuce là-dessus, c'est plutôt leur proposer de se désinscrire en répondant à l'email, ce qui vous permet d'avoir un taux de réponse un peu plus élevé et aussi de montrer un peu un signe vert aux différents clients de messagerie. En fait, plus vous recevez des emails et plutôt que d'en envoyer tout le temps, mieux vous allez être authentifié comme réglo, quoi, on va dire. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ouais, très clair. J'ai une autre question du coup sur le même sujet. Si j'envoie de mon adresse perso, en vrai, il n'y a pas de problème RGPD là-dessus. Pas à ma connaissance, mais Ok. je peux me tromper. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus. Ok, merci. De rien. Alors, donc voilà, je vais vous montrer. Donc, Phantom Buster, vous avez une autre solution qui fait à peu près la même chose, c'est Captain Data. Ils avaient fait une super promo il y a quelques temps dont j'ai pu profiter. Donc, on ne va pas pouvoir se connecter. Mais... Bref, c'est le même outil, quoi, concrètement. C'est peut-être un poil plus intuitif que Phantom Buster parce que Phantom Buster, vous avez plein de scripts que vous allez pouvoir faire fonctionner indépendamment des uns des autres. Que vous pouvez relier les uns avec les autres, mais voilà, c'est un poil plus complexe, on va dire, alors que quand Captain Data vous propose déjà des séquences hyper complètes qui vous permettent d'aller plus loin en fait dans l'enchaînement. Et donc, je vais vous parler aussi d'EvaBoot. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un contenu alors que je vais rajouter EvaBoot Sales Navigator Tutorial. Voilà, je vais le rajouter ici. Ah bah tiens, on n'a pas trouvé. Oh, si, il est là. Comment vous allez ? Moi, je vous le rajouterai. Ça me le met en espagnol parce que pour l'instant, je suis en Espagne. Ah non, ça me le met en portugais. Bon, bref, je vous le rajouterai. Ça vous explique à bien vous servir voilà, des filtres SalesNav pour que vous ayez le meilleur taux de résultats possible. En fait, l'avantage d'EvaBoot, c'est que c'est un outil qui va vous permettre d'extraire la liste de personnes, mais aussi de vous la pré-qualifier, c'est-à-dire de vous dire quelles personnes correspondent bien à vos filtres par rapport à ce que vous avez dit en amont et lesquels ne correspondent pas à vos filtres. Alors, un petit exemple avec les Business Angels. Hier, j'ai dû extraire une liste sur les Business Angels en France. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est bon au niveau timing, Adrien ? Oui, c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat pour les questions, pour les prendre tout à la fin. Et au moins, tu peux finir tranquillement. Ok, cool. Voilà alors. Donc là, même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vous avez prénom, nom, etc., position, job title, d'où les personnes viennent, etc. Et vous avez aussi ici un match filters. Donc ici, ça vous dit est-ce que ça correspond bien au filtre que vous avez défini en amont. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal qui sont yes, mais il y en a aussi plein qui sont no. Ok. Et donc pourquoi ? Parce que parfois, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais SalesNav n'a pas mis le titre, n'a pas utilisé le titre que je lui ai fourni. Donc, voilà, il peut y avoir quelques bugs. Wrong title, des fois, c'est wrong company. Voilà. Donc, ça vous permet au moins de sélectionner seulement les personnes qui correspondent vraiment à vos filtres et de gagner du temps sur le cleaning parce que vous allez forcément passer un petit peu de temps sur le cleaning derrière quand vous faites du scrapping. Peu importe ce que vous faites comme scrapping, n'utilisez pas la data brute comme ça, repassez toujours un peu de temps à regarder un petit peu. Voilà, regardez, à la clean un petit peu, quoi. Ensuite, scrapping via Leadfeeder, Albacross, Clearbit Reveal. Ces trois outils-là, c'est des outils que vous allez pouvoir, grâce à un bout de code, installer sur votre site et qui vont vous permettre d'identifier les entreprises, notamment, qui sont venues visiter votre site. Donc ça, c'est super bien parce que ça peut vous permettre, voilà, je ne sais pas si vous avez une personne chez HubSpot qui est venu visiter votre site, l'outil va vous dire quelqu'un de chez HubSpot est venu visiter votre site. Du coup, vous allez pouvoir vous faire votre enrichissement et trouver la personne qui correspond à votre persona chez HubSpot qui est venu visiter votre site en disant voilà, il y a quelqu'un chez vous qui est venu visiter notre site, est-ce que c'est bien vous, etc. Et donc de continuer la séquence là-dessus. Je n'ai pas de use case à vous présenter, par contre, je vous conseille
cet article de La Grosse Machine, qui est une solution que j'utilise beaucoup moi, qui vous explique comment utiliser Leadfeeder pour faire ça, notamment. Donc Leadfeeder, mais il y a, comme je vous ai dit, il y a aussi Clearbit Reveal, Albacross notamment. Comment l'utiliser et comment l'automatiser pour créer une campagne d'email notamment et de prospection LinkedIn qui va vous permettre d'aller contacter ces personnes-là. Donc ça aussi, on vous le passera. Une petite astuce aussi sympa, un outil sympa avec un petit effet waouh, c'est Instant Data Scraper qui vous permet globalement de scraper un peu tout et n'importe quoi très rapidement en un clic. Je vais vous montrer par exemple, là récemment, on a dû faire du scrapping pour les avocats. Donc en fait, voilà, sachez que notamment les avocats, ils ont plein d'annuaires disponibles sur Internet que vous pouvez aller récupérer les informations très rapidement. Donc là, on est sur l'ordre des avocats du barreau de Lyon. Vous voyez, là, on a plein d'infos qui sont dispo, les emails, les numéros de téléphone, etc. Donc, je pourrais m'embêter à faire genre un copier-coller de toutes ces informations-là, mais je préfère utiliser Instant Data Scraper, qui est une petite extension que j'ajoute sur mon Chrome et qui me permet en 2 clics d'aller récupérer les informations. Donc là, vous voyez, j'ai le nom de l'avocat. Ici, ça doit être son cabinet. Ici, c'est son adresse email. Ici, c'est son numéro de téléphone et sa localisation a priori. Et son site internet, elle doit avoir quelque part. Bref, son site internet, vous pouvez le trouver pour le coup, dans le nom de domaine. Voilà, donc j'ai juste fait 2 clics et je peux l'exporter en CSV ou en Excel. Ok. Donc, je vous conseille vraiment de jeter un œil. Moi, je m'en sers très, très, très souvent. C'est hyper pratique pour les personnes qui n'ont pas de compétences dans le codage. Quoi d'autre? Ouais, je voulais vous parler de quelques outils. Du coup, si Alexis qui veut parler de Pharos, c'est maintenant, si tu veux enlever ton micro. Mais Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais. Si, ok, bah, cool. Bah, merci beaucoup Théo. Ouais. Ouais, moi je suis l'un des fondateurs de Pharo. Et effectivement, on a un outil, c'est vrai, on a un outil no code. Là-dessus, en gros, on vient pour simplifier votre travail sur la génération de listes de prospection. Si vous l'avez vu, il y a pas mal d'étapes qui peuvent être techniques. Ça répond super bien sur beaucoup de cas, mais on vient aussi pour simplifier cette partie-là. Et donc, on rassemble plein de sources de données différentes. Donc, il y a les données légales, donc pour avoir pas uniquement la base qui est présente sur LinkedIn, mais avoir vraiment une exhaustivité de l'ensemble des sociétés. Et on vient associer tout ça avec d'autres sources, comme les données web, les données LinkedIn, les données de recrutement, les informations financières. Enfin, en gros, vous mettre tout entre les mains super simplement pour que vous puissiez réaliser des ciblages fins et simples. Voilà, je ne prends pas plus de temps, Théo. Ok. Est-ce que je crois qu'on peut voir aussi sur Pharo qui a levé des fonds, par exemple, aussi. C'est une information que vous Exactement, oui. Okay. On peut voir qui a levé des fonds, on peut voir même les sociétés qui recrutent. En gros, on essaie de plus en plus de travailler par signaux de dynamisme pour à la fois être bon sur le ciblage initial, mais de plus en plus être bon sur le moment aussi où on prospecte. C'est un peu l'idée générale. Continuer à augmenter ces taux-là parce que l'image générale, c'est que les volumes d'envoi vont continuellement baisser, donc il va falloir être de plus en plus efficace sur son ciblage. C'est l'étape de plus en plus importante. Exact, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment du coup pertinent d'utiliser des solutions comme Pharo. Et en plus, Pharo s'intègre, je crois, avec pas mal d'outils de campagne finalement, comme La Grosse Machine, par exemple. Alors, bientôt notamment. La Grosse Machine et en natif, HubSpot et Lemlist. Ouais, directement. Ok, voilà. Donc, Pharo, ça fait un petit moment qu'ils existent. C'est depuis quand, Alexis, que vous êtes lancé? Ça fera vraiment commercialement, ça fait une petite année. Je vous ai perdu. Voilà, et on essaie d'évoluer vite, quoi. Avancer vite et de faire toujours plus simple. Ok. Et du coup, après, voilà, il y a des petits nouveaux aussi, comme Cool Sales, avec qui j'ai eu un call il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu le connaissais. ProspectWiz aussi, de Julien Loucoupanec. Société Info aussi, qui est plutôt pas mal aussi comme outil. Mais voilà, en fait, il y a pas mal de solutions. Et merci à toi, Alexis, du coup, de nous avoir parlé de Pharo. Avec plaisir. Aujourd'hui. Il me semble que je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, voilà, concernant du coup ce que je vous disais tout à l'heure sur le lead feeder, Kevin Dufresne, alors ça c'est le seul lien du replay que j'ai trouvé sur un site kazakh, je crois.
mais je pourrais vous le repartager. Là, justement, il va un peu plus loin sur cette stratégie-là avec Brice Morin, qui est CEO de Dezio et de La Grosse Machine. Donc, si vous voulez essayer de comprendre comment mettre ça en place, je pourrais vous le partager aussi après. Ok, ensuite, ouais, pour finir, l'enrichissement en cascade. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus qui m'a posé la question sur les emails, si on pouvait les utiliser comme on voulait, les emails pro. Donc, l'idée, quand on n'est pas forcément familier avec un enrichissement, on va plutôt se concentrer avec l'enrichissement des données. On va plutôt se concentrer sur un outil. Donc, par exemple, moi, je vous conseillerais Drop Contact. Voilà, je trouve que c'est un outil qui a des bons résultats. Donc, la liste qu'on a scrappée en amont, on va l'envoyer sur Drop Contact. Drop Contact va nous donner, va nous enrichir en fait ces contacts et notamment nous récupérer les profils. LinkedIn, a priori, on les aura déjà si on a scrappé sur ces navigateurs, mais va nous donner les emails. Donc, le taux d'enrichissement, je ne sais pas si quelqu'un utilise bien Drop Contact ici, qui pourra confirmer éventuellement, mais on est plus autour des 50% à peu près des contacts dont on trouve l'email. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les 50 autres? Soit, on va y venir après, mais on utilise un outil multicanal. Hop, ça, je vais le mettre en grand. Comme La Grosse Machine qui permet de, quand on a les emails, envoyer des emails et éventuellement des actions LinkedIn aussi, soit les profils pour lesquels on n'a pas d'email et donc potentiellement on a les contacts LinkedIn, on les envoie sur LinkedIn. Donc ça permet un peu d'adresser tout le monde, cette solution-là. Maintenant, si on veut contacter plutôt par email, voire par téléphone avec du cold call, on peut aussi faire un enrichissement qu'on appelle en cascade, c'est-à-dire qu'on va d'abord enrichir sur un outil, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Là, je vous ai donné 4 outils qui, pour le coup, ont des taux d'enrichissement qui sont assez bons, généralement. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire l'enrichissement vous-même, il y a Captain Data, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a des workflows qui sont déjà qui vous permettent de faire ça facilement, en fait. Voilà. Donc, voilà tout. OK. On continue. Ce que je vous avais dit, désolé, il y a beaucoup de sujets, donc j'essaie d'aller vite. Et encore une fois, on pourra creuser sur les sujets un peu plus tard, ou peut-être éventuellement dans un autre webinaire, ou bien après ensemble, ou bien avec les questions, si vous en avez à la fin du call. Ensuite, l'étape d'après, c'est donc de lancer les campagnes. On va déjà, dans un premier temps, éventuellement, si on utilise un lead magnet, et notamment si on fait, comme on a vu ici, si on fait ici de l'ADS, par exemple, on va utiliser un lead magnet. Donc, ça peut être intéressant déjà de créer un lead magnet. Et comment est-ce qu'on crée un lead magnet? Hop. On a plusieurs possibilités. On a des outils qui nous permettent de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez Outgrow, ou bien Glide, ou bien Loom. Notion, je suis sûr que vous connaissez. Outgrow, c'est un outil qui vous permet de créer plein d'outils différents, plein de lead magnets différents. Donc, on a par exemple des calculateurs, on a des quiz, on a des chatbots, on a des tests un peu via comme Typeform par exemple, ce genre de choses. Là, vous avez énormément de templates, donc allez jeter un œil à tout ce qui est possible de faire sur Outgrow. Encore une fois, un petit coup de pub à mon ami Pierre Guilbault et sa communauté Marketing Flow. Il a un guide sur Outgrow qui est très bien fait, qui dure 24 minutes, qui vous explique comment l'utiliser et à quel résultat vous pouvez vous attendre, voilà, en l'utilisant. On a ensuite Glide qui vous permet de créer une application tout simplement grâce à un spreadsheet. Donc là, moi, je n'ai pas utilisé Glide, j'ai entendu des choses pas mal là-dessus, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Loom, moi, c'est ce que j'utilise principalement, faire des vidéos Loom, je trouve ça génial, en fait, c'est hyper pratique pour partager un maximum d'informations. Ça, vous pouvez l'utiliser voilà. En fait, vous prenez en vidéo, vous prenez en votre écran en screen aussi, et vous pouvez l'utiliser dans vos campagnes assez facilement. C'est hyper rapide, quoi, pour le coup. Et après, j'ai mis Notion, éventuellement avec des checklists.
Je vous partagerai un exemple là-dessus parce que je ne l'ai pas là. Mais ça peut être, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Thibault Louis, qui est assez bon sur le social selling et la création de contenu sur LinkedIn. Et il a créé une checklist pour vous aider à bien optimiser votre profil LinkedIn. Donc ça peut être un truc que vous poussez dans vos ads ou dans vos emails en disant, bah voilà, si ça vous intéresse d'optimiser votre profil LinkedIn, moi j'ai une checklist pour arriver à le faire de la meilleure des manières. Donc voilà, par ici pour télécharger concrètement. Pour lancer des campagnes, donc vous avez la possibilité de lancer sur Facebook avec un objectif en lead gen, par exemple. C'est-à-dire que vous sortez même pas de… Donc, soit vous redirigez vers la landing page, comme on a vu tout à l'heure sur le schéma Whimsical, soit vous sortez même pas de Facebook et vous créez l'objectif lead gen, en fait, qui va ouvrir un form sur Facebook et qui va vous permettre de poser vos questions directement sur Facebook et donc à la personne de même pas sortir de son application et vous de récupérer un email. Donc, elle ne sort pas de l'application, elle récupère le lead magnet et vous, ça vous envoie l'email. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il y a LinkedIn aussi qui l'a mis en place. Et vous pouvez même aussi le mettre en place sur du Google Ads, puisqu'il y a des extensions qui existent sur vos pubs Google Ads pour venir récupérer des emails. Donc ça, c'est sur la partie Ads. Social Ads, sachant que vous pouvez aussi, encore une fois, rediriger vers une landing page où vous allez présenter un peu plus votre produit, votre lead magnet, votre entreprise, etc. Il y a plus d'étapes, la personne sort de la plateforme, donc potentiellement, vous allez avoir moins de résultats, a priori, mais vous allez avoir des personnes potentiellement aussi plus qualifiées. Voilà. Et sinon, si vous faites de l'outreach, vous pouvez opter pour une solution. On va rejeter un œil à ce que peut faire la grosse machine, par exemple, mais Waalaxy le fait aussi. Moi, j'utilise plutôt la grosse machine parce que c'est une solution où il y a plus d'intégration que Waalaxy. C'est une solution qui est plus chère, mais où il y a plus d'intégration et aussi qui est a priori plus safe parce que sur Waalaxy, on est sur une extension Chrome qui vient s'ajouter à votre navigateur, alors que sur la grosse machine, ça fonctionne avec un widget que vous téléchargez sur votre desktop et du coup qui va en fait fonctionner que quand votre ordinateur est ouvert et donc il y a moins de chances de se faire griller a priori. Et donc, ça fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que vous lui fournissez une liste de personnes et vous ensuite déterminez les étapes que vous voulez utiliser dans votre séquence. Moi, je recommande principalement de faire à la fois du cold emailing et à la fois du cold LinkedIn avec au moins trois emails et 3 LinkedIn. Encore une fois, ça dépend un peu de votre cible, est-ce qu'elle est sollicitée, de comment est-ce que vous préparez vos copywriting aussi. Mais ça, c'est une séquence type classique. Il y a un premier email qui est envoyé. 4 jours après, on fait une visite du profil LinkedIn et on envoie un second email si jamais il n'y a pas eu de réponse. Ensuite, on va chercher, normalement, il y a une étape d'enrichissement avant, mais là, il y a quand même une étape qui permet de se dire, OK, est-ce qu'on a vraiment un profil LinkedIn? Si oui, on essaie d'ajouter la personne en relation. Donc ça, je crois qu'on a 3 jours après, puis 7 jours. Sinon, on attend encore un peu. Donc là, en gros, ça fait un +7 et on envoie le 3e email qui est un dernier email de relance où on va laisser ses coordonnées et possibilité d'être contacté plus tard. Ici, du coup, si la relation est ajoutée, donc soit elle accepte, en dessous, on visite son profil et on lui envoie un message, soit elle n'accepte pas et du coup, on lui envoie le 3e email qui est finalement le même que celui-là. Et en dessous, donc on a la même chose sur des étapes LinkedIn avec un ajout de relation, puis un premier message, puis un deuxième, puis un 3e. OK. Copywriting et call to action. Alors, je n'ai pas trop développé cette partie-là sur le copywriting, mais je peux vous partager encore une fois des informations sur les différents templates à suivre, éventuellement aussi des exemples sur des campagnes que j'avais travaillé dans le passé avec des clients. OK. Et le call to action, donc vous avez plusieurs objectifs que vous pouvez utiliser. Alors, attendez, est-ce que j'ai quelque chose pour vous là-dessus? Ouais.
Ok, alors là, en fait, c'est typiquement un des documents éventuellement que je pourrais vous présenter sur le copywriting, où on voit l'objectif qu'il y a à atteindre ici. Donc, est-ce que c'est la lecture, le clic, la réponse, le call? Est-ce que c'est la démo? Est-ce que c'est le sign-up? Est-ce que c'est le rendez-vous? Le niveau de langage à utiliser, tutoiement ou vouvoiement. Voilà, des prérequis sur l'utilisation, la création du message et contenu du message. À la limite, je pourrais vous partager un truc un peu comme ça. Ça, c'est mon premier message, ça, c'est mon deuxième message, ça, c'est mon troisième, par exemple. OK. Voilà. Et ensuite, dernière étape, c'est donc étape sur les landing pages. Donc, l'objectif étant de convertir un visiteur en lead. Donc moi, je vous partage plusieurs solutions que je trouve intéressantes sur la création de landing page. Déjà, si vous n'êtes pas hyper familier et pas hyper technique sur la création de landing page, je vous conseille Umso, qui est un outil qui permet de créer des landings hyper rapidement, qui ont des templates très intéressants et qui fonctionnent bien. Hier ou avant-hier, j'ai eu un call aussi avec Pledzi. Je ne sais pas si vous connaissez Pledzi, c'est un outil qui est surtout utilisé pour l'inbound et le marketing automation. Pledzi, ils ont mis en place un outil, ils sont en train de créer un outil qui s'appelle Pledzi One, qui va notamment vous permettre d'évaluer votre trafic sur vos landings, mais aussi de créer un form que vous allez pouvoir rajouter hyper facilement à vos landings, qui vont vous permettre de récupérer vos leads, derrière générer un peu de marketing automation. C'est un outil gratuit. Et donc, je vous conseille de jeter un œil à ça. Et je voulais vous partager aussi, si vous faites vos landings, pour savoir si elles ont fonctionné ou pas, cet outil qui s'appelle Usability Hub. Ici, je vous montre un test qu'on avait fait avec Time for the Planet sur une de leurs landings. On a fait un test de 5 secondes qui essaie de déterminer si la solution qu'on partage elle a bien été comprise de tous hyper rapidement. Donc, on pose 2 questions. La première question, c'est quel produit ou service cette page offre-t-elle? Donc là, il faut un maximum de réponses sur 10 réponses, un maximum de bonnes réponses. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui le rend unique? Et là, pareil, on voit un maximum de réponses. Si on a un maximum de réponses, donc plus on se rapproche de 10 dans les 2 cas, plus on sait que, a priori, notre message il est clair. Sinon, on peut le retravailler. Usability Hub, quand vous vous inscrivez, vous avez des crédits de test. Donc, si vous voulez aussi tester vos landings parce que vous n'êtes pas sûr de leur efficacité, etc., n'hésitez pas à vous tourner vers Usability Hub. Il y a plein de tests hyper intéressants à faire. OK, voilà tout pour ma présentation. Cool, merci beaucoup Théo pour toutes ces ressources. On a maintenant quelques minutes pour toutes les questions. N'hésitez pas. Ouais. J'ai pas de son, je sais pas si c'est normal ou pas, mais j'ai pas. Ouais. On avait quelques questions dans les commentaires. N'hésitez pas à les reposer en ouvrant vos micros. Oui, c'est Patricia. Moi, je souhaiterais savoir quel budget on doit prévoir pour faire tout ça, en fait. Ça va vraiment dépendre de ce que tu as prévu de faire. Typiquement, sur un funnel où tu vas avoir de l'ADS, forcément, ce que je disais au début, tu vas avoir besoin c'est pas forcément adapté, mais tu vas avoir besoin de forcément un plus gros budget. Ça va dépendre de pas mal de choses différentes, en fait, le budget à prévoir. Notamment, est-ce que ton cycle de vente, il est long? Combien ça te coûte quel est ton coût par acquisition, ton coût de transformation de leads, etc. Enfin, il y a plein de choses à discuter pour essayer de comprendre et bien définir ton budget. D'accord. Ok, merci. Moi, j'aurais une petite question aussi. Ouais. En fait, j'ai bien compris sur la partie qualification des leads, sur la partie SDR.
Mais en fait, si dans l'entreprise, on a quelqu'un qui est dédié à la partie grosse marketing et également un SDR, comment ces deux services se répartissent, on va dire, le travail pour tout ce qui est qualification des leads, justement? Normalement, le SDR, il gère tout ce qui est lead entrant, quoi, pour le coup. Donc, c'est vraiment voilà, ce qui est lead entrant, qualification du lead pour l'équipe l'équipe sales après, quoi. Donc, tout ce que fait pas le SDR, à savoir traitement du lead entrant, l'équipe grosse peut le faire, quoi, finalement. Je sais pas si c'est clair ou pas, cette réponse. Oui, oui. Je suis en train de travailler sur un contenu pour justement essayer de modéliser un peu qui fait quoi, à quel moment. Donc, je pourrais vous le partager ensuite voilà, pour un peu plus de clarté là-dessus. Mais SDR, c'est vraiment plutôt la gestion des leads entrants, le traitement des leads, la qualification des leads pour l'équipe sales, pour pouvoir fournir un maximum de leads, de SQL justement à l'équipe sales qui va les convertir ensuite. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais avoir une liste exhaustive de tous les canaux d'acquisition que je pourrais utiliser pour mon entreprise. Est-ce que vous aurez un contenu à partager peut-être sur cette partie-là? Ouais, on doit pouvoir trouver ça. Ouais. Je pense on peut le communiquer à l'issue du call. Super. Trop bien, merci. OK. Ouais, pour tout ce qui est lien, template et replay, on enverra ça en fin de semaine. OK. On avait Varun et Edwin qui avaient quelques questions aussi. Sinon, c'est Patricia. Moi, j'en aurais une autre, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, pendant combien de temps on doit prévoir de faire ces stratégies-là, comme ça, d'enrichissement, etc. On le fait au lancement pour avoir un panel, en fait. Une fois que l'activité a bien démarré, comment on peut apprécier le fait que on en ait encore besoin ou pas au fil des années, en fait? Si vous avez toujours besoin de nouveaux clients, vous avez toujours besoin d'une stratégie comme ça. Oui. Après, Ah c'est oui. des stratégies qui s'automatisent, mais typiquement, le scrapping, vous pouvez l'automatiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des nouvelles personnes qui rentrent dans votre audience, bah, vous allez mettre en place des stratégies automatisées pour récupérer ces clients et les envoyer automatiquement vers la grosse machine, par exemple, ou dans votre audience, dans vos audiences en social ads, pour D'accord. constamment faire tourner ça. Donc, bah, D'accord. l'idée au début, c'est de vraiment prendre le temps de construire ces stratégies, de faire les choses manuellement, etc. Puis petit à petit, de les automatiser pour que ça tourne tout seul pour vous, en fait. Mais voilà. D'accord. Bonjour, du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ouais. Edwin, du coup, j'avais une question, moi, sur les stratégies un peu à la grosse machine où, en fait, on va réchauffer des clients sur des cycles qui peuvent être assez longs et savoir un peu ton avis sur VS, potentiellement les appeler directement en call calling et savoir comment est-ce qu'on peut marier un peu les deux stratégies pour que ça ne se télescope pas. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que ça vaut le coup aussi prendre en compte certaines étapes qui seront faites hors la grosse machine, par exemple, et notamment du call calling. Et du coup, de faire une intégration un peu avec votre CRM, je ne sais pas si vous utilisez HubSpot, Pipedrive ou autre, par exemple, et de recevoir en fait des notifications en disant, bah, attention, enfin, ce lead-là, pour le coup, il a été… sachant qu'il y a des intégrations qui sont possibles en native via la grosse machine, entre la grosse machine et HubSpot et Pipedrive notamment. Donc, c'est de se dire, OK, ce lead-là, il a été contacté. Donc, dans HubSpot, je vais recevoir une notification à J+4 pour pouvoir le call. Mais effectivement, ça vaut le coup de mettre en place des étapes de call calling aussi. Ouais. C'est bien de faire les deux, quoi. Ok. Et ça, c'est des choses que vous pouvez bien définir aussi ici, à quel moment vous faites du call calling,
etc. Là, je vous ai vraiment montré quelque chose qui ne rentre pas vraiment dans le détail, mais l'outreach, vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail en disant, OK, J0, on envoie un premier mail, J+3, si pas de réponse, on colle, J+6, on envoie un deuxième mail, etc. etc. quoi. OK. Et si quelqu'un te met un énorme stop par call, tu le sors de la boucle ou tu renvoies un mail quand même? Bon, si c'est un énorme stop, vaut mieux le sortir, ouais, effectivement. Ok. Vaut mieux le mettre en close lost et à la limite le recontacter. Si quand il est en close lost côté CRM, le recontacter à M+6 ou l'année suivante, quoi. D'accord, ok. Éventuellement. Ok. Merci. Voilà. Salut, salut. J'ai une petite question. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais, salut Théo, c'est Anthony Leca. Ah, salut Anthony. J'avais une petite question par rapport au lancement du process growth, par rapport au stade de ton entreprise. En fait, je suis en train de développer des offres différentes du consulting. Et en fait, je me demandais, généralement en growth, on dit qu'il te faut ton product market fit en fait, pour pouvoir te lancer. Ouais. Mais je me demandais aussi si c'était pas possible d'utiliser ces process-là pour aller confronter son produit directement et essayer d'aller justement chercher ton product market fit avec le temps, quoi. Et en faisant du call Ouais. après et tout. Si, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, petit conseil d'aller voir cette ressource. Alors, elle est où? Ok, plutôt dans les personas. D'aller voir cette ressource-là de Nina. En fait, il y a 3 possibilités de faire ça. Soit on envoie des campagnes, on va utiliser un Typeform pour interroger un maximum. Enfin, plutôt dans notre cas, ça va être 2 possibilités. Soit on envoie des campagnes un peu plus larges où on va utiliser par exemple un Typeform pour aller récupérer les informations. C'est pas très personnalisé comme approche, donc on risque de pas avoir énormément de retours. Par contre, on peut utiliser la même stratégie que celle dont je parlais tout à l'heure avec le user research, et donc essayer de faire essayer de faire des calls quali où on va interroger des personnes pendant une trentaine de minutes et leur poser des questions pour justement essayer de comprendre quels sont leurs besoins, sans forcément leur vendre notre solution, mais essayer de comprendre si la solution qu'on veut vendre, elle est bien adaptée à ce qu'ils recherchent, quoi. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ouais. Et c'est tout à fait possible de le faire avec du cold emailing ou du cold LinkedIn. Ouais, tout à fait. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. À plus. Je t'en prie. Et ouais, juste très rapidement, c'est quoi ton application qui permet d'avoir les onglets comme ça sur Google et de les ranger dans des catégories? C'est Google. On va tester n'importe laquelle. Tac, je sélectionne. Je fais clic gauche et clic Ok. droit, pardon, et nouveau groupe. Ok, super. Merci. Merci pour le petit tips. Voilà. Voilà tout. Je peux en arriver à la fin. Peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas. Mais... Oui, on a 2 petites questions. Olivier qui demande la taille idéale d'audience pour de l'emailing pour les cold calling. Ça dépend un peu des outils. Typiquement, dans la grosse machine, c'est plutôt bien de faire avec des audiences. Enfin, je vais plutôt répondre sur tous les outils. On va dire que c'est plutôt bien de le faire sur des audiences qui sont pas excessives. Pourquoi? Parce que, et quand je dis pas excessive, c'est une centaine, 200 grand max personnes par campagne. Pourquoi? Parce que du coup, ça force à segmenter un maximum. Et du coup, quand vous allez faire votre copywriting, ça va vous simplifier la vie sur la création sur la personnalisation de vos messages. Et en plus, ça vous permet de tester des choses sur des petites audiences assez rapidement pour éventuellement un jour ouvrir sur des plus grosses audiences, quoi. Mais privilégier plutôt des petites audiences du coup. Voilà. D'autres questions? Dounia, on ne t'entend pas. Précis, je crois qu'il y a une question. Sinon, sur le timing, on est pas mal. On va arriver à la fin. On peut peut-être prendre encore 1 ou 2 questions.
J'ai pas de question, mais j'ai un peu peur de où commencer. En fait, la question, c'est plutôt on commence par quoi? Il y a tous les trucs, on a parlé de tout, les différentes stratégies, etc. Mais on commence où pour développer les stratégies claires, quoi? Ou un procès clair de OK, là, on va commencer à parler aux gens. Mais où et comment? Bah, on suit on suit un peu les slides, hein, c'est-à-dire Bien. que j'ai présenté. C'est-à-dire que d'abord, on réfléchit à quelles idées, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce que ça se modélise et comment est-ce qu'on en fait un workflow, quoi, finalement, sur le Whimsical. Et ensuite, on prépare. On prépare ses audiences, on prépare, on l'enrichit, etc. On prépare son lead magnet, on prépare aussi son copywriting et après, on peut lancer. OK. Soit sur du social ads, si on a décidé de faire du social ads, soit sur de la grosse machine ou du Lemlist ou du prospecting ou enfin du Waalaxy, etc., quoi. Mais voilà, ça commence par et les prérequis, bien sûr, en amont. Mais voilà, c'est suivre le déroulé de ce qui a été présenté aujourd'hui. OK, parfait, merci. J'ai Si une tu as des petite doutes, question sur la partie préparation de leads. Là, en ce moment, je n'utilise pas les outils payantes, genre Sales Navigator et tout. ouais. Donc, pour pouvoir trouver mes premiers prospects, par exemple pour cold calling déjà, j'utilise les groupes de Facebook. En ce moment, c'est là où je trouve, par exemple, vraiment des gens de l'industrie que je veux. Mais au-delà de Facebook et Instagram, est-ce que vous savez d'autres avenues où on peut trouver des prospects pour cold calling? Et ben aussi sur LinkedIn, donc pas forcément en utilisant Sales Navigator, la petite, donc c'est-à-dire que refaire comme ce que j'ai montré tout à l'heure dans le scrapping, mais à la place de Sales Navigator, vous pouvez utiliser LinkedIn et ensuite un script pour les Search Export, LinkedIn Search Export. Donc du coup, LinkedIn est gratuit. Phantom Buster, ils ont une version d'essai, donc c'est gratuit aussi. Donc vous allez pouvoir récupérer une première liste comme ça. Après, la seule difficulté, entre guillemets, si vous voulez récupérer des numéros de téléphone, ça va être d'enrichir. Là, pour le coup, vous serez plutôt obligé de passer par un outil payant, mais vous avez certains outils d'enrichissement qui proposent des versions de test. Donc voilà, regardez, jetez un œil à ceux que j'ai partagés ici, notamment. Hop.